Un frisson parcourt Lviv. En plein jour, l'ancien président du Parlement a été assassiné. Un drame glaçant au cœur d'une ville pourtant loin du front. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. C'est un spectacle de théâtre macabre qui vient de se jouer en Ukraine. Récemment, l'ex-président du Parlement, Andriy Parubi, a été abattu en plein jour à Lviv. La chronologie est rapide. Meurtre, arrestation du suspect, puis une cascade de détails troublants révélés par le journal Vysoky Zamok. Ce n'était pas la première tentative. Une semaine avant, une première attaque avait échoué. Parubi était-il une cible précise? Plus troublant encore, le suspect est originaire de Lviv. Il connaissait le lieu de résidence de Parubi. Ses vêtements ont brûlé et son arme jetée dans un étang témoignent d'une tentative désespérée d'effacer les preuves. Pendant ce temps, sur la mer Baltique, les manœuvres navales Baltops menées par l'Allemagne et impliquant la Suède et la Finlande, membres récents de l'OTAN, sont en cours. Ces exercices sont observés de près par la Russie. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a tenu son sommet en Chine. Xi Jinping et Lavrov y ont prononcé des discours. Une rencontre entre Poutine et Modi a également eu lieu. Quelle a été la réaction de la région des changements? Par ailleurs, à Moscou, une application nommée Amina sera expérimentée dès le 1er septembre pour le suivi des immigrants. Son installation sera obligatoire, permettant une surveillance des mouvements. Enfin, Vitaly Borodin a proposé d'interdire les applications de rencontres en Russie. Le député Milonov de la Douma a soutenu cette proposition. Quelles en seront les conséquences? Question à vous. Laissez un commentaire. De quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Cet assassinat en plein jour dans l'arrière-pays est un choc. Il révèle une vulnérabilité inattendue. Mais cela pourrait-il être plus qu'un simple crime? Cela pourrait briser ce sentiment de sécurité, même loin de la ligne de front. C'est un rappel brutal. Personne n'est à l'abri. La guerre psychologique atteint de nouveaux sommets. Les manœuvres militaires en Baltique soulignent une tension croissante. La transformation de la mer Baltique en un lac de l'OTAN est une réalité géopolitique majeure. C'est directement perçu comme une provocation par la Russie. Est-ce que cela augmente le risque d'un incident? Absolument. Le sommet de l'OCS, quant à lui, est une tentative visible de consolider un monde multipolaire. Le discours de Lavrov est clair. La Russie et la Chine défient l'hégémonie occidentale. Poutine a une fois de plus présenté sa version des faits, accusant l'OTAN d'avoir provoqué le conflit. La rhétorique ukrainienne y répond en soulignant l'intention absolue de Poutine de contrôler la région des changements. Tout cela façonne la perception globale du conflit. Mais qui dit la vérité? La nouvelle application Amina à Moscou est un pas de plus vers un contrôle social total. C'est une surveillance intrusive. Cela vous inquiète-t-il? Imaginez votre smartphone se transformant en bracelet électronique et la proposition d'interdiction des applications de rencontres en Russie. C'est une intrusion dans la vie privée au nom des valeurs traditionnelles. C'est un recul social. Est-ce une dérive autoritaire? Oui, Donald Trump a vivement critiqué l'Inde pour ses tarifs élevés et ses achats de pétrole ou d'armes à la Russie. Il a qualifié cela de désastre à sens unique. Cette déclaration ajoute une couche de complexité aux relations internationales. Cela montre que même les alliances traditionnelles subissent des pressions géopolitiques et économiques. Pensez-vous que les propos de Trump auront un effet sur la relation bilatérale entre l'Inde et les États-Unis? La Chine et l'OCS affirment une position. Elles visent à promouvoir un monde multipolaire. Elles évitent d'aliéner la Russie tout en maintenant une façade de neutralité. Le silence de l'OCS sur la guerre dans la région des changements est perçu par le ministère des Affaires étrangères du pays comme un échec diplomatique de Moscou. Pourtant, les discussions sur ce conflit ont eu lieu en coulisses. C'est un jeu diplomatique complexe où les intentions réelles sont souvent cachées derrière des déclarations publiques. Les pays occidentaux dépensent des centaines de millions d'euros pour surveiller les trains entre la Russie continentale et Kaliningrad. Cela inclut même l'achat d'un hélicoptère. Cette dépense est-elle justifiée ou bien est-ce une preuve supplémentaire de la méfiance mutuelle? Le général allemand Carsten Breuer affirme ne pas voir de menaces venant de Minsk ou de Moscou. En même temps, les manœuvres Zapad 2025 ont été déplacées plus profondément en Biélorussie. Selon les Russes eux-mêmes, c'est pour ne pas donner de raison de réprimander la Russie et la Biélorussie. Que pensez-vous de ces signaux contradictoires? Le grand défilé militaire en Chine le 3 septembre et la visite de Fico, Premier ministre slovaque, illustrent aussi ces dynamiques. La situation à Donetsk a radicalement changé ces 10 derniers jours. La prise de Kamyshevaka par les forces russes est confirmée.
Pourtant, la rétractation du pays des changements concernant Novoï Ekonomicheskoye, censément sous contrôle russe le 24 juillet, montre la fluidité et l'incertitude de la ligne de front. Les revendications russes liées sur Odessa sont de plus en plus fortes. La Douma russe déclare publiquement que la Russie exige le contrôle total de son port maritime. C'est un objectif choquant, une extension des ambitions territoriales russes à un port vital. Cela prépare le terrain à une escalade future. Mais comment réagira le monde? La situation est tendue. Votre pronostic sur l'évolution de la situation, quand Odessa sera-t-elle menacée? Mois, années plus, une raison. L'assassinat de Parubi rappelle des heures sombres. C'est une réplique directe des opérations secrètes où la tragédie familiale est exploitée. Le suspect, manipulé par la promesse de retrouver le corps de son fils disparu, devient un pion dans un jeu pervers. C'est un drame familial exploité par la Russie. Les médias pro-Kremlin comme TASS affirment que la Russie n'aurait aucun intérêt dans la mort de Parubi. Ils suggèrent que Poutine aurait préféré sa coopération dans un futur procès des nazis ukrainiens. C'est une contre-narrative. Elle vise à semer le doute sur la culpabilité russe et à diaboliser l'ancienne République soviétique. Qui croire dans cette guerre de l'information? Le retour de Viktor Yanukovych après 3 ans d'absence est également un coup de théâtre. Il refait surface pour soutenir Poutine. Il justifie la position russe sur le coup d'État de 2014. Yanukovych prétendait être pro-UE, mais anti-OTAN. C'est une tentative de réécrire l'histoire. Cela vise à légitimer rétrospectivement les actions russes. Mais que cache ce retour soudain? Ces récits contradictoires sont autant d'armes dans la guerre d'information. Ils visent à façonner l'opinion publique. Quelle est la ligne rouge qui ne doit pas être franchie entre le pays des changements et la Fédération de Russie? Répondez en une phrase. Historiquement, la révolution de Maïdan en 2014 est souvent présentée par Poutine comme un coup d'État soutenu par l'Occident. Il l'utilise pour légitimer son agression. C'est une réinterprétation majeure des faits. Cela résonne avec la guerre froide. La rhétorique du monde multipolaire contre l'hégémonie occidentale rappelle la bipolarité. C'est un écho des confrontations d'antan. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est est un leitmotiv russe. Moscou s'en sert pour justifier son agression défensive. Enfin, la revendication d'Odessa s'inscrit dans le concept de Nouvelle-Russie ou Novorossia. Selon les références historiques, c'est un récit historique révisionniste. C'est une tentative de récupérer des territoires historiquement associés à la Russie impériale. Bon, est-ce une simple coïncidence ou une stratégie profonde? Cette aspiration impérialiste ne se limite pas à Odessa, elle s'étend à des régions entières du sud-est du pays des changements, nourrissant des ambitions de corridors terrestres vers la Transnistrie et la Moldavie, ce qui transformerait radicalement la carte géopolitique de l'Europe de l'Est. Au-delà des mouvements militaires et des déclarations politiques, les implications économiques sont immenses. L'invasion par la Russie a entraîné une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires à l'échelle mondiale, impactant directement le pouvoir d'achat des citoyens dans de nombreux pays. Les sanctions occidentales contre la Russie, bien que destinées à affaiblir son économie, ont également eu des répercussions inattendu, provoquant des ajustements majeurs sur les marchés mondiaux et mettant en lumière l'interdépendance des économies. La diversification des sources d'approvisionnement en énergie, notamment en Europe, est devenue une priorité absolue, accélérant la transition vers les énergies renouvelables et modifiant les équilibres énergétiques mondiaux pour les décennies à venir. De plus, la guerre informationnelle est une composante cruciale de ce conflit. La désinformation et la propagande sont utilisées par toutes les parties pour influencer l'opinion publique, tant au niveau national qu'international. Les fermes à trolls russes continuent de diffuser des récits alternatifs sur les réseaux sociaux visant à semer le doute et à diviser les sociétés occidentales. Les entreprises technologiques comme Google, Meta et Twitter se retrouvent au centre de ce combat, devant naviguer entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation, un équilibre précaire qui soulève des questions fondamentales sur la régulation de l'information à l'ère numérique. Le rôle des médias indépendants et de la vérification des faits est plus vital que jamais dans ce contexte de guerre hybride où les informations sont une arme autant que les missiles. Sur le plan social, le conflit a
a provoqué un exode massif de population, avec des millions de réfugiés fuyant le pays des changements et cherchant asile en Europe et au-delà. Cela a mis à l'épreuve les capacités d'accueil des pays voisins et a ravivé des débats sur l'intégration et la solidarité internationale. Les traumatismes de la guerre laisseront des cicatrices profondes sur des générations, nécessitant des programmes de soutien psychologique et de reconstruction à long terme. La diaspora du pays des changements s'est mobilisée à travers le monde, organisant des collectes de fonds et des actions de sensibilisation, témoignant d'une résilience et d'une unité face à l'adversité. L'escalade militaire est le risque le plus évident. Les revendications russes sur Odessa augmentent ce risque massivement. Cela transformerait la mer Noire en zone de confrontation directe. Les manœuvres de l'OTAN pourraient être interprétées comme une provocation. Cela mènerait à des incidents. La souveraineté de l'ancienne République soviétique est en jeu. La rhétorique russe menace l'intégrité de ce pays. Elle vise son existence même. L'ordre international est aussi menacé. La formation d'un bloc multipolaire par la Chine et la Russie affaiblit le droit international. L'application Amina en Russie est un précédent pour le contrôle gouvernemental. C'est une surveillance de masse. Elle menace la vie privée et les libertés individuelles des migrants. L'interdiction des applications de rencontres, enfin, renforce l'isolement culturel. C'est une régression des libertés sociales, surtout pour les jeunes. Tout cela mène à des scénarios inquiétants. Dans le pire des cas, la Russie lancerait une offensive majeure sur Odessa. Cela entraînerait une réponse agressive de l'OTAN. Le conflit deviendrait direct. Les alliances géopolitiques se figeraient. Cela mènerait à une guerre froide avec des conséquences économiques et humaines dévastatrices. Ce scénario est-il inévitable? En outre, les discussions sur l'adhésion du pays des changements à l'Union européenne et à l'OTAN sont devenues plus pressantes. La perspective d'une intégration européenne à long terme a donné un nouvel élan au moral des troupes et de la population, mais elle soulève également des questions complexes sur les critères d'adhésion, notamment en temps de guerre. L'OTAN, de son côté, renforce ses défenses sur son flanc oriental, déployant des troupes supplémentaires et des équipements militaires, ce qui est perçu par la Russie comme une menace directe à sa sécurité. Le concept de guerre hybride combinant cyberattaques, désinformation, interférence électorale et soutien aux forces séparatistes continue de défier les doctrines militaires traditionnelles et contraint les puissances occidentales à s'adapter à de nouvelles formes de conflits. Les cyberattaques en particulier sont devenues une facette omniprésente de ce conflit, ciblant les infrastructures critiques, les banques et les institutions gouvernementales, démontrant la vulnérabilité des nations à la guerre numérique. L'essor de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans la guerre soulève des questions éthiques et stratégiques sans précédent, modifiant la nature même des conflits armés. La résilience du peuple du pays des changements, malgré l'ampleur des destructions et des pertes humaines, est remarquable. Les initiatives citoyennes pour soutenir l'armée, financer des drones ou fournir une aide humanitaire démontrent une détermination farouche à défendre leur souveraineté. Cette mobilisation populaire, combinée à l'aide internationale, est un facteur clé dans la prolongation de la résistance. Les institutions internationales telles que l'ONU, la Cour pénale internationale et diverses organisations non gouvernementales sont également activement impliquées, documentant les crimes de guerre, coordonnant l'aide humanitaire et plaidant pour des résolutions pacifiques, bien que leur influence soit souvent limitée par les réalités géopolitiques complexes. Le rôle des pays comme la Turquie s'avère particulièrement ambivalent, cherchant à maintenir des ponts avec la Russie tout en soutenant le pays des changements, jouant un rôle de médiateur parfois contesté mais souvent indispensable. Finalement, cette crise a remodelé les alliances et les priorités géopolitiques mondiales. L'Europe, confrontée à la plus grande guerre sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale, a dû réévaluer sa sécurité et sa dépendance stratégique. L'Allemagne, notamment, a fait un virage historique dans sa politique de défense en augmentant drastiquement ses dépenses militaires. Les pays scandinaves, longtemps neutres, ont rejoint ou envisagent de rejoindre l'OTAN, marquant un bouleversement majeur dans l'architecture de sécurité nord-européenne. En Asie, la Chine observe attentivement, tirant des leçons qui pourraient influencer ses propres ambitions territoriales, en particulier vis-à-vis de Taïwan. Le nouveau paysage géopolitique qui émerge de ce conflit est un monde plus fragmenté, plus volatile, où les blocs de puissance se redessinent et où les principes de l'ordre international sont remis en question. Dans un scénario plus probable, le conflit dans la région des changements continuerait avec des gains territoriaux fluctuants. La Russie maintiendrait sa rhétorique impérialiste sur Odessa sans engagement militaire
militaire immédiat, la Chine et l'OCS continueraient d'éviter la confrontation directe avec l'Occident tout en affirmant leur propre ordre mondial. La surveillance en Russie se renforcerait, mais sans effondrement économique. Le statu quo se prolongerait et dégénérerait. Le scénario optimiste pour la Russie verrait la pression occidentale diminuer, la Russie consoliderait ses gains et la communauté internationale accepterait un nouveau statu quo. Le partenariat sino-russe s'épanouirait, créant une nouvelle architecture de sécurité et économique moins dominée par l'Occident. Et le scénario inattendu, une figure forte émergerait en Russie, modifiant radicalement sa politique étrangère. Elle pourrait se tourner vers une plus grande coopération avec l'Occident, où une révolution interne pourrait remettre en question la direction actuelle. Tout est possible, mais rien n'est garanti. Votre avis sur la surveillance de masse, une mesure nécessaire ou une menace pour les libertés? Dites-le nous en commentaire. Les gagnants potentiels sont la Russie si elle atteint ses objectifs territoriaux, la Chine si elle promeut son modèle de gouvernance et sape l'hégémonie occidentale, les industries de défense russes et chinoises et les régimes autoritaires qui s'inspirent des méthodes russes de contrôle social. Les perdants potentiels sont l'ancienne République soviétique avec la perte de territoire et d'infrastructures, l'UE et l'OTAN si leur unité est remise en question, les populations locales touchées par l'impact humanitaire et les restrictions des libertés et les démocraties libérales si l'ordre international est érodé. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre pays, votre ville et l'heure qu'il est chez vous. Dans ce théâtre international, certains jouent un rôle de héros, comme Dimitro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, et Volodymyr Zelensky, qui dit toujours la vérité. Ils luttent pour leur pays. D'autres sont les victimes, comme Paroubi, assassiné en plein jour, ou le tireur, manipulé par les Russes. Les migrants sous surveillance voient leur vie contrôlée. Le pays des changements est sous l'assaut de la désinformation, mais il y a aussi les méchants. Poutine, le manipulateur, le dictateur, Lavrov, le propagandiste cynique, Borodin, le moraliste rétrograde, ce sont les marionnettistes de la destruction. Face à tout cela, que faire? Le drame se joue sous nos yeux, les enjeux sont clairs, le destin de la région entre la Russie et l'Occident, et même du monde, dépend de la tournure de ces événements. Il est crucial de rester informé, il faut analyser sans filtre les informations. Est-ce que cette période est le début d'une nouvelle ère de confrontation globale? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies. Activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre la vérité sans les clichés des médias traditionnels. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette escalade mondiale. Votre